important de le dire et ça montre aussi à ceux qui nous regardent, à nos auditeurs, que vous avez, je pense, l'un des plus gros impacts, en fait. Il faut bien qu'ils se rendent compte de ça, de l'impact qu'ils ont de partager, de connaître l'affaire, de mettre des j'aime, de commenter. Voilà, Mmh. ça permet, parce que Youssef, il fait le travail, moi je suis le média, mais derrière, c'est vous vraiment qui allez avoir le plus gros impact et c'est comme ça que vous allez vraiment soutenir Youssef. Parce que, bon, déjà, c'est bien de se sentir soutenu par une communauté, d'avoir des commentaires et des gens qui disent bah, on est avec toi. J'imagine que ça t'a donné de la force pour aller Ah oui, là-bas. tout à fait. Même Oui, bien si, sûr, même bien si sûr. bon, je pense que tu t'en serais sorti, mais bon, ça doit donner un petit truc en plus, non? Oui, oui, non, mais déjà, au moral, ça, on sent qu'il y a eu, on se sent appuyé, donc il Hmm. y a eu une assise. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que par le fait qu'ils se manifestent sur les réseaux sociaux, qu'ils diffusent des vidéos et qu'en fait le nombre de vues explose, ma vidéo a fait 100 000, etc. En fait, vous avez un levier politique, vraiment. Vraiment, je peux vous le dire. Et ça m'a été confirmé sur place. C'est vraiment, ça impacte et vous avez un levier. Et ce qu'il faut dire, c'est que bon, il y a toute une machine qui se met en place, appareil judiciaire, etc. Mais il faut comprendre qu'aussi à l'intérieur de ces appareils, il y a des gens qui obéissent aux ordres. Ils obéissent pour certains, je sais pas, hein, je ne nie pas je ne sonde pas les cœurs et les reins. Mais vous avez des gens à l'intérieur de cette énorme machine qui sont quand même conscients que il y a quelque chose qui cloche. Quand j'explique qu'il y a des appels au génocide, des apologies de génocide, etc., aucune arrestation, rien du tout, et nous, on nous convoque, on nous envoie en prison. Bon, bien sûr qu'ils en sont conscients. Et le fait de manifester cela, votre désaccord, de relayer les vidéos, etc., de mettre tout cela en lumière, bah, disons que ça peut aider des gens qui sont à l'intérieur de cette grosse machine. Et dire bon, on peut, bon là, il y a la pression, du pouvoir politique, etc. Mais il y a aussi la pression populaire. Vous voyez, donc on va pas faire n'importe quoi non plus. Et il y a même eu Mmh. des contacts, des accords, des pactes entre les directeurs des réseaux sociaux, les PDG, les propriétaires, et par exemple l'OMS, juste au début du Covid, où ils ont fait 2 jours de réunion à l'OMS avec Tedros Ghebreyesus, les patrons des réseaux sociaux, Facebook, Twitter à l'époque, et les autres, mais y compris les moteurs de recherche Google, il y avait Firefox, il y avait tout ça, pour organiser la censure. Donc il y a une censure qui est organisée au niveau mondial, et le maître d'œuvre de cette censure, c'était d'abord sur Facebook, c'était évidemment Zuckerberg, et puis les autres avec Google. Et Zuckerberg, ils ont fait une censure, mais c'était dingue, c'était absolument incroyable, où il y avait tel mot, et ben il fallait pas le dire, dès qu'il était là, hop, on censurait tel journaliste. Et puis si ça remontait au niveau mondial, il y avait une centralisation de la censure, il y avait une censure centralisée avec un organisme qui s'appelle Pointer. Donc la censure remontait. On disait, voilà, tel journaliste ou tel article ou telle information, il ne faut pas la donner. Et hop, ou alors évidemment en disant, oui, mais c'est de la désinformation, c'est pour ça qu'il ne faut pas la donner. Donc paf, ça redescendait dans tous les journaux, y compris les agences, l'AFP, y compris les journaux, y compris les radios. Ils avaient tous leur service fact-checker. Mais en fait, fact-checker, c'est service censure, quoi. Et donc, ils étaient là. Et puis, ça redescendait. Et donc, il y avait une liste noire de tous les sujets qu'il ne fallait pas aborder, de tous les gens qu'il ne fallait pas inviter. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on organise une information unique, une uniformisation de l'information. Donc, ces gens, finalement, voudraient cornaquer les réseaux sociaux, sous couvert, effectivement, de prédicateurs de haine, et finalement, aller, une nouvelle fois, continuer à rogner la liberté d'expression et finalement faire fermer leur bouche, pour pas dire autre chose, à tous les gens qui pensent pas pareil, et de manière à verrouiller les algorithmes, de manière à pas contaminer le débat public. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est le débat public? Qu'est-ce que c'est pour ce monsieur le débat public? C'est quoi? C'est BFM TV, c'est CNews, c'est LCI, le débat public? C'est ça le débat public?
C'est France Info? C'est ça, vous pensez vraiment que c'est le débat public, ça? Vous pensez que c'est le débat public? Et là, je prends toutes les chaînes. Hein. C'est pas le débat public. C'est un simulacre de débat public. C'est un simulacre de débat public. Parce que la réalité, après, politiquement, j'ai déjà parlé de ce chiffre-là. J'ai fait un grand article sur mon Substack, sur Putsch Média, notamment sur l'absenté des députés. 73% des députés sont absents dans les votes publics. Je veux dire, le débat public, c'est à un moment donné le débat dans les médias et surtout que c'est une forme de conséquence et une forme de conséquences sur le législateur. Voilà, ça n'a pas du tout. Ça n'a pas du tout. Donc en fait, c'est une mascarade de débat public où on a l'impression sur le plateau télé d'aborder des sujets, mais qui n'ont aucune réalité concrète dans la politique pour les Français. Aucune réalité concrète dans la réalisation du bien commun. C'est pas vrai. Ces gens se moquent de nous. Le débat public, c'est pas la télévision. C'est plus la télévision, le débat public. Et c'est plus les médias. C'est malheureux, c'est comme ça. Le débat public, c'est les médias indépendants. Le débat public, c'est les réseaux sociaux. Pour peu qu'on ait une utilisation intéressante des réseaux sociaux. Bien sûr, si on regarde que les conneries des make-up ou je ne sais quoi, forcément, manifestement, ça ne s'arrêtera pas le débat public. Mais je veux dire, donc là, soit c'est les Russes, c'est les ingérences étrangères, soit c'est les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, tout ce qui va à l'encontre de ça, ou tout ce qui est dans ce spectre-là de l'ingérence étrangère des Russes ou des réseaux sociaux, eh bien, ça n'a rien à faire à la démocratie. Mais qu'est-ce que c'est la démocratie pour ce monsieur? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est toujours pareil. Ces gens sont dans une délégitimation, finalement, de ce que vous pensez. Et si vous pensez à l'envers de ce que pensent, eh ben, c'est du complotisme ou du populisme. J'espère qu'on ne l'a pas oublié. Mais si j'ai porté, tu me demandais pourquoi j'étais allé aux fêtes du 9 mai, c'était pour honorer la mémoire de tous les Russes qui sont morts pour libérer la France, qui sont morts pour la France et qui ont agi au sein de la résistance. Ils étaient très nombreux, les résistants russes, à avoir donné leur sang, à avoir donné leur vie pour libérer la France. Et on les a injuriés en les occultant de toutes les célébrations de la dernière guerre. Et moi, j'ai voulu justement les honorer, leur faire honneur en portant leurs couleurs, en participant à leurs fêtes, en venant de France là-bas, à leur invitation d'ailleurs, pour participer à ces fêtes. Le défilé du Régiment Immortel, c'est magnifique. Il faut dire aux gens ce que c'est le défilé du Régiment Immortel. Ce sont les héritiers, enfin les descendants de ceux qui sont morts, qui défilent avec le portrait de leurs parents qui sont morts en se battant contre les nazis ou pour libérer la France. Il ne faut pas oublier ce qu'a été le régiment Normandie-Yémen, qui a été le régiment qui a eu le plus de succès contre la Luftwaffe pendant la guerre de 40. Il ne faut pas oublier que lorsque Napoléon a été défait après Waterloo, c'est Alexandre, l'empereur, qui pourtant aurait pu être rancunier vis-à-vis de Napoléon, qui a fait en sorte que la France ne soit pas distribuée entre l'Angleterre, l'Autriche et l'Allemagne, et qui a dit non, la France doit rester la France, et qui a sauvé ce qu'est aujourd'hui notre pays. Il ne faut pas oublier d'où vient le mot bistrot. Le mot bistrot. C'est un mot russe. C'est un mot bistro, ça veut dire vite. Et c'est donc les Russes, les Cosaques qui étaient en garnison à Paris pendant justement ces événements qui ont suivi la défaite de Napoléon Ier et qui ont fait partie des gens qui finalement ont protégé la France contre l'Autriche, contre l'Angleterre et tout ça, l'unité de la France en tout cas. Et ben ils allaient dans les tavernes, ils demandaient à boire parce qu'ils boire comme un Cosaque, ça c'est pas qu'une expression, hein. Et comme ça n'allait pas assez vite, il disait bistro. Et ça, c'est devenu le bistrot parisien. Mon livre ne traite à aucun moment de la religion. Mon livre ne dit à aucun moment ce en quoi il faut croire ou ne pas croire. Non, je parle de foi. Pourquoi ? Parce que pour moi, la religion est faite par des hommes, pour des hommes. Chaque religion a une part de l'enseignement, pour des motivations diverses et variées. Pour moi, la religion divise les hommes. La religion, pour moi, est souvent une question de zone géographique aussi. Tout ça mélangé, je me suis aperçu aujourd'hui, et à travers surtout ce que j'ai vécu, de ce que j'appelle la divine connexion, je me suis aperçu que la religion divisait, alors que la foi unit. Ça n'a rien à voir. La religion divise et la foi unit. Que l'on soit, quelle que soit sa confession, c'est la foi qui est le ciment dans tout. Les religions sont là pour diviser. Comme je dis souvent, je pars du principe qu'il y a autant de religions sur Terre que de branches sur un arbre. Mais toutes les branches ont le même tronc. Chacune de ces branches se revendique de quelque chose, d'un enseignement particulier, d'un savoir particulier, mais en fait, toutes ces branches
elles ont le même tronc. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui a de la valeur plus que tout pour moi aujourd'hui, c'est ce fameux tronc. Parce que à travers ce que j'ai vécu, je me suis aperçu qu'en fait, Dieu n'a pas de religion. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Julie nous a poussé à créer dans un premier temps l'école d'expression par connexion. C'est là qu'elle a commencé à faire ses conférences et c'est là qu'on a formé nos premières élèves. Principes fondamentaux de la loi de connexion. Tous les êtres, quelle que soit leur nature ou leur état, ont la capacité de se connecter les uns aux autres pour communiquer entre eux via un langage universel fondé sur un plan vibratoire commun, celui de l'amour universel et inconditionnel. Tous les êtres dans l'univers ont reçu ce don de connexion entre eux sans limite d'espace ou de temps, tel un Wi-Fi perpétuel et inaltérable. Grâce à cette connexion, les êtres ont la capacité et la mission de s'entraider mutuellement pour une vie meilleure, en adéquation avec le principe de l'évolution positive de l'humanité et des plans divins. Grâce à cette connexion, les êtres ont la capacité et la mission de générer une force commune croissante, œuvrant dans le monde éthérique pour co-créer un futur éblouissant de lumière divine par-delà toute dualité.